4 à 16 ans. Celles-ci étaient obligées de porter un même uniforme et ne pouvaient pas sortir de l'enceinte de l'établissement, à part le jeudi après-midi où elles pouvaient faire une promenade dans la ville. Seul l'internat était payant et le prix variait de 180 francs à 300 francs par semaine, ce qui équivaut à peu près à 4,50 € et 7,50 €. Le prix le plus cher était réservé aux élèves qui y restaient le week-end. Ce couvent a été construit sur base de la chapelle qui se trouvait au centre et que nous pouvons aujourd'hui retrouver comme salle de gymnastique pour les élèves. Au départ, il a été bâti en retrait de la rue Curial, mais au cours des années, quatre classes ont été construites de l'autre côté pour les filles externes à l'internat. Mais chaque partie avait ses propres locaux ainsi que sa propre cour de récréation. L'établissement s'est bien développé puisqu'au cours des années, de nombreuses rénovations ont été effectuées et c'est vers les années 1970 que l'option secrétariat langue est apparue. Et pour la petite anecdote, les sœurs avaient créé en 1968 une chorale pour la messe qui avait lieu le dimanche et notre ancien bourgmestre Alfred Gaden en faisait partie. Donc on va continuer notre visite vers la Château-Capelle. Nous allons maintenant vous présenter le Château Capelle, qui est une habitation bourgeoise classique construite au début du XXe siècle en briques rouges pour l'industriel français Victor Félicien Capelle Candelier. Ce dernier était passionné d'horticulture et son talent était apprécié dans ce milieu à l'époque. Cela lui a même permis de créer une nouvelle variété de poires, la beurrée Capelle. De nombreux connaisseurs belges comme internationaux venaient alors admirer son potager et son verger qui contenait des serres et des pépinières longeant les murs de la propriété. Cette résidence était à l'époque utilisée comme état-major allemand durant 18 mois durant la Première Guerre mondiale et elle abrita le prince Eugène de Bavière, le frère de la reine Élisabeth, épouse du roi Albert Ier. D'autres personnages célèbres y sont passés, comme le général Montgomery, le major allemand Menz y résidait également durant la Première Guerre mondiale. Et un jour, un cuisinier avait dressé la table et apporté de la salade qui contenait une petite limace. Le major demanda alors au cuisinier de reporter cet animal dans son milieu naturel. Ce même cuisinier se retrouva seulement quelques jours plus tard au front de l'Isère et on ne sait toujours pas s'il a su s'échapper de là. Ce fameux major Menz occupait à l'époque tout le château excepté 2 pièces. La famille Capelle logeait en face, dans la maison actuelle du docteur Albert de l'Écluse. Pour que monsieur Capelle puisse entrer dans une des 2 pièces qui lui étaient encore destinées, il devait obligatoirement sonner au château et se présenter au major Menz afin qu'il lui autorise le passage. La petite Marie Capelle, fille des époux Capelle-Spender, âgée alors de 6 ans, devait aller présenter chaque jour des fruits et légumes du potager de son père au chef allemand qui considérait ces produits comme sa propriété. Nous allons maintenant nous rendre à l'église. Dès à présent, vous présenter l'église de Saint-Amand de Luigne. Cette église est de style néo-gothique et date de la moitié du 19e siècle, d'après les plans de l'architecte Pierre Profison. En 2014, l'intérieur a totalement été repeint et rafraîchi afin de procurer une bonne et avenante impression d'accueil, le tout pour la somme de 210 000 €. À l'intérieur, au-dessus de l'autel de droite, on y trouve une peinture du fils du roi d'Agobert qui se fait baptiser par justement Saint-Amand. Et on y trouve aussi un orgue qui date de 1863, qui a été rénové dans les années 60. Derrière nous se trouve le monument de la guerre 14-18 qui nous donne donc l'opportunité de parler des diverses réquisitions qu'il y avait pour les habitants et qui étaient assez surprenantes. Tout d'abord, toutes les maisons devaient rester ouvertes afin d'accueillir le soldat pour la nuit. Et si cela arrivait, l'habitant devait lui laisser son lit et donc dormir par terre. Ensuite, il y a également eu des réquisitions alimentaires, que ce soit pour les hommes ou bien pour les chevaux. Si un soldat demandait de la nourriture, les habitants étaient obligés de leur donner, peu importe la quantité requise. Les habitants ont dû remettre leurs armes, tous les objets d'origine métallique qu'ils aient, mais aussi les matelas, les vélos, les téléphones, les machines à coudre. Et pour finir, il était interdit de posséder des pigeons car ils pouvaient servir de messagers. Alors, voici Omer Heuss. Il est né à Courtrai le 22 août 1898 et mort à Luigne le 2 mars 1930.
C'était un coureur cycliste belge de la région. Il est connu pour avoir remporté la 5e étape du Tour de France en 1924 au Sable d'Olonne, qui est d'ailleurs la plus difficile et la plus longue. Environ 480 km. Exact, Julien. Il a aussi remporté d'autres étapes du Tour de France dans les années suivantes, mais également le Tour de Belgique indépendant. Sa statue est présente sur la place de Luynes car il a su représenter valeureusement notre village lors de cette étape au Sable d'Olonne. Alors, je vais vous présenter la légende de la ferme hantée. Il s'agit d'une ferme des environs de la place de Luynes qui n'avait pas bonne réputation. On y entendait souvent le bétail mourir. La légende explique qu'un jour, un poulain agonisa et la fermière a dû prévenir un prêtre qui accourut sans tarder. Ce dernier fit le tour de la loge de chaque animal en récitant des prières. Il réussit à guérir le jeune cheval. Selon la légende, le valet prétendit qu'il avait vu le prêtre sortant de la ferme exténué et suant des perles. Je vais vous présenter une légende sur un guérisseur. C'est l'histoire d'un guérisseur qui soignait ses patients miraculeusement. Il se servait d'un tampon d'ouate imbibé de liquide. Gustave Verfailly posait ce morceau d'ouate sur la foulure. Ensuite, il faisait une prière. Et quelques minutes plus tard, la douleur cessait et les personnes disaient qu'il faisait des miracles. Voici maintenant une première anecdote. Au 19e siècle, les habitants de Luynes aimaient se baigner et juste une mare suffisait à les combler. Mais malheureusement, des accidents ont eu lieu à cause du manque de sécurité évident dans ces lieux de baignade. Le conseil de régence de Luynes prit donc la décision de faire payer une amende ou une condamnation de 3 jours de prison en cas de récidive à ceux qui prendront encore le risque de faire un petit plongeon. Plouf! Alors, il faut savoir qu'au 19e siècle, les immondices étaient enterrés dans des fosses à une certaine distance des maisons, avec pour conséquence des odeurs parfois nauséabondes en fonction du temps. Heureusement, un demi-siècle plus tard, et avec la croissance de la population du village, le conseil communal a décidé de passer l'itinéraire des éboueurs par ville. Je vais maintenant vous présenter la légende de la source miraculeuse. Selon la légende, il était possible de trouver une source à l'endroit où le sentier de la Bourgerie longe le petit ruisseau de l'Espierrette. À cet endroit, une petite chapelle en bois était construite. C'était le lieu de rencontre des gens qui venaient capter l'eau de la source, qui, paraît-il, avait une vertu curative. Maintenant, direction l'orphelinat. Je vais vous présenter l'orphelinat. Jusqu'à la fin du 19e siècle, Luynes est une petite bourgade qui se compose du château La Bise, un patronage, d'une petite chapelle et de quelques endroits pour les enfants comme la plaine de Jeux. Au début du XXe siècle, l'État français et l'Église se séparent et commencent à expulser les religieux du territoire français. Suite à cela, les religieux viennent s'installer chez nous dans diverses communes frontalières. On voit donc apparaître plusieurs écoles dont les cours étaient donnés par les religieux. De ce fait, de nombreux écoliers français viennent suivre leur scolarité chez nous. Les religieuses de Saint-Ange ont fait construire un bâtiment appelé Monastère des Anges pour leurs filles venues de Tours. Ce domaine servait de lieu de repos et de détente pour les écoliers lors de leurs dimanches et de leurs vacances. Une seconde résidence. En 1913, l'orphelinat peut alors commencer. Il accueille plus ou moins 1300 enfants en 56 années. En 1969, l'orphelinat fermera ses portes car les sœurs restantes commençaient à prendre de l'âge. C'est à ce moment-là que le CPAS prendra le relais. Nous sommes ici à la chapelle des Anges. Ce bâtiment fut ajouté à l'orphelinat en 1934. Il comprend une grande salle au rez-de-chaussée, une chapelle à l'étage et un dortoir au second. C'est l'abbé Austen qui a béni les locaux le 29 novembre 1934. Ils ont installé une statue de la Sainte Thérèse en haut du pignon rue Cro-Moyon et lors des démolitions, ils l'ont retirée. Plus tard, ils ont construit une grotte pour Notre-Dame de Lourdes. En septembre 1924, lui, il est bouleversé. La statue de Sainte Thérèse, située à la chapelle rue de l'orphelinat, répand une odeur de rose. La nouvelle se répandit comme traînée de poudre, et de partout les gens affluent pour prier la sainte, et lui faire offrande. J'y suis allé, raconte un visiteur, et comme je ne sentais rien,
Monsieur l'abbé Louis Mullier remit la statue sur son socle et me dit d'attendre un peu. Quand il me la représenta, je sentis en effet une odeur de peau. Les autorités religieuses étaient méfiantes. Venues de Rome, elles emportèrent la statue. Les filles en avaient fait le pot aux roses fut découvert. Une religieuse périt après avoir prié la sainte Thérèse asperger la statue d'un parfum de rose, prenant à la lettre la promesse de la petite Thérèse. Je ferai tomber une pluie de roses. Nous sommes à présent dans la rue de la Briqueterie. Il est important de savoir que le sous-sol luignois était très riche en argile, propre à la cuisson des briques et des tuiles. Déjà au XVIIIe siècle, la plupart des maisons étaient construites en briques, moulées et passées au four sur place. Au XIXe siècle, une briqueterie a même vu le jour et a connu des moments florissants. Malheureusement, elle a été revendue et détruite dans les années 60. Nous voici maintenant au cimetière. Au début du 19e siècle, le cimetière se situait autour de l'église. Mais le conseil communal constata en 1887 que le cimetière entourait l'église devenait trop petit. Il fut donc fermé et remplacé par celui que nous connaissons tous aujourd'hui dans un intérêt évident d'hygiène et d'esthétique. La légende du duel de Vauclé. Le Vauclé désigne le petit bosquet existant le long de la rue du Plavitou. Ce petit bois fut le lieu d'un duel à l'arme à feu au XIXe siècle. En effet, de bourgeois français sont venus dans leur carrosse pour venger un honneur bafoué suite à une querelle sentimentale. Il y a eu de sang mais pas de mort, et chacun a pu retourner comme ils sont venus chez eux. Pour ce circuit, nous allons vous présenter le symbole de Luynes qui est le clognote. Le clognote est un géant qui fut présenté dans la ducasse du Bosquet, qui a débuté le 11 octobre 1981 et inauguré par monsieur le curé Nissen. Il a vu la fin 4 ans plus tard. Il ne vécut que très peu de temps. D'autres géants existaient avant, mais ils n'ont fait que de brèves apparitions, notamment à la ducasse de 1930, et ont été moins célèbres. Son nom, clognote, vient du surnom qu'on donne aux Luynois, qui explique le clin d'œil visible sur le visage du géant. Ces vêtements représentent les habits des travailleurs manuels du XXe siècle. Il y avait un sarrau bleu foncé qui recouvrait le buste et retombait un pantalon en velours très large pour résister facilement car il transportait de nombreux objets et des sabots. Pour finir, il avait aussi un sac de travailleur appelé saclé. Le saclé est en bandoulière et était utilisé dès l'âge de 12 ans pour aller travailler. Il renfermait le repas du travailleur. Merci de nous avoir suivis dans ce circuit autour du village de Luynes. Nous espérons que